Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est « Je déteste ce qu'on pense de moi ». Que pouvez-vous nous dire sur ça? Alors je vais vous expliquer pourquoi je veux parler de ça. Il faut l'inscrire dans la notion d'environnement pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. On vit donc dans des environnements. C'est des environnements matériels, c'est des environnements psychologiques. Je sais pas, on parle d'environnement urbain, à la campagne, ou alors environnement familial, environnement amoureux, voilà. On vit en fait dans des environnements. On emploie souvent le terme environnement, mais en fait, on a bien du mal à le définir. On pourrait parler de situation, on pourrait parler de contexte, pourquoi pas. Alors, il est vrai que le terme d'environnement a été préempté par l'écologie. Et maintenant, quand on pense à environnement, on pense à environnement pollué. Alors, cette préemption par l'écologie a au moins l'avantage d'avoir introduit la notion d'auteur d'environnement, puisque c'est l'homme qui a pris le pas sur la nature et donc qui a abîmé la nature, voilà, et la notion donc d'usager d'environnement et la notion de réparateur d'environnement. Donc ça a l'avantage, comment dire, d'humaniser en quelque sorte le terme d'environnement. Donc on vit dans des environnements qui ne nous conviennent pas, qui sont pénibles. Encore une fois, je le redis, toutes sortes d'environnements. Et pour les rendre moins pénibles, on a besoin d'avoir le mode d'emploi, un meilleur mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger ce que j'appelle des réparateurs de mode d'emploi. C'est des gens qui vont nous donner des conseils, qui vont réparer l'environnement ou qui vont nous donner des conseils pour avoir un bon usage de ces environnements. Voilà. Si on le faisait simplement sans émotion négative, ça serait très bien, ça serait très simple. On aurait une vie simple et efficace. Sauf que on attribue à ces réparateurs, soit par préjugés, soit par une interprétation rapide de leurs attitudes et de leur comportement, on leur attribue des croyances négatives sur nous. Et voilà, on est dépendant de ces réparateurs, et les croyances de ces réparateurs sur nous, ça va nous bloquer. On va se révolter contre les croyances donc, de ces réparateurs. Plus on se révolte, plus on leur attribue des croyances négatives. Ça marche comme dans des rumeurs historiques. En fait, c'est la rumeur qui entretient la révolte. Et disons que cette révolte qu'on a contre les croyances des réparateurs, ça va nous bloquer à toutes les étapes de nos consultations de ces réparateurs. C'est-à-dire, on va même pas imaginer quoi faire. On sera complètement paralysé. Une fois qu'on va avoir un personnage en tête, on va dire, tiens, je pourrais demander par exemple à telle ou telle personne. Eh ben, on va se convaincre très rapidement que la personne marchera pas avec nous, qu'elle sera contre nous. Une fois qu'on sera en face de la personne, on va perdre nos moyens. Ou encore, autre solution, on va oublier ce qu'on a à faire, effectivement. Donc ça, c'est tous les blocages que nous occasionne la révolte contre les croyances des réparateurs. Quel est le support que vous avez choisi aujourd'hui? J'ai pris une conférence de Stanislas Dehaene, qui est le lien entre la métacognition et la théorie de l'esprit. Moi, je m'explique. Stanislas Dehaene a fait 3 saisons de conférences. Une première conférence donc sur l'inconscient, une deuxième conférence sur la prise de conscience, et la troisième conférence, c'est la conscience de ma conscience, c'est-à-dire la métacognition. La métacognition, c'est un terme un peu scientifique, mais ça veut dire que on est capable de rapporter comment on pense. Par exemple, si je vous demande de me faire un calcul mental un peu compliqué, ben vous allez me dire, voilà comment j'ai fait. D'abord, j'ai fait tel calcul, j'ai retranché, j'ai divisé par ça, etc., etc. Si je vous demande, par exemple, comment vous avez fait pour arriver à ce résultat, vous allez pouvoir me rapporter ce que vous avez fait pour arriver à ce résultat. Donc, vous avez une vision de ce qui se passe dans votre tête, dans votre pensée. La théorie de l'esprit, c'est un terme qui est apparu donc plus tard. La théorie de l'esprit, c'est notre capacité à nous représenter ce que pensent les autres. C'est pratique, ça nous permet de vivre en collectivité, ça nous permet de nous adapter, effectivement, donc de deviner ce que pensent les autres et de nous adapter à ce qu'ils pensent. Stanislas Dehaene fait la constatation élégante qu'en fait, cette capacité qu'on a de se représenter ce qu'on a dans la tête et de se représenter ce qu'il y a dans la tête des autres, a le même format, en fait, emprunte les mêmes circuits neuronaux dans le cerveau. Donc, j'ai parlé, et je vais en parler un peu plus tard, j'ai parlé de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit
bien avant l'introduction de la théorie de l'esprit, il y avait déjà la notion d'attribution, donc de penser à l'autre. Donc je vous laisse regarder cette animation d'Haider et Simmel qui date de 1944, et après on la commentera ensemble. Bon, vous avez regardé l'animation d'Haider et Simmel. La fabrication de cette animation, c'est des formes géométriques qui sont complètement aléatoires. Et à partir de ces formes qui ont des mouvements aléatoires, vous avez construit un véritable scénario humain. Vous avez construit un gros triangle qui faisait peur à un petit triangle. Vous avez construit un petit rond qui se cachait derrière une espèce de, comment on pourrait dire, d'un grand rectangle. Et vous avez construit un scénario typiquement humain de menaces, de persécution, de se cacher quelque part, etc. Vous avez attribué à ces formes géométriques un scénario humain. Il y a même des personnes qui attribuent aux animaux des croyances humaines. C'est l'attribution donc de croyances et ça correspond maintenant à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Stanislas Dehaene s'est demandé lequel apparaît le premier chez l'enfant vers 4 ans, voire avant chez le nourrisson, entre métacognition et théorie de l'esprit. C'est-à-dire l'âge où ils se rendent compte que les gens ont des croyances. Moi, j'ai des croyances qui ne correspondent pas à la réalité, et la personne en face a des croyances qui ne correspondent pas à la réalité. Il peut pas vraiment dire lequel est apparu en premier, mais le plus utile et peut-être le plus efficace pour comprendre comment ça fonctionne, c'est un système partagé. C'est le même système neuronal qui sert aux deux. Et c'est d'ailleurs ce qui va entraîner toutes ces confusions qu'on va trouver donc en psychologie, donc en psychiatrie. Dans la vie courante, on trouve ça apparaît souvent dans le langage. Par exemple, on a des phrases très fréquentes en miroir ou en chassé, comme je crois qu'il va croire que je vais croire ce qu'il me dit. Et on rajoute, il se fait des illusions, il se raconte des histoires, parce que ça marchera pas comme ça. Ou alors quand on a peur d'un chien, par exemple, quand on arrive, on a peur d'un chien, la personne nous dit « Ouh là là, mais il n'est pas méchant, mais surtout, n'ayez pas peur de lui, parce que si vous avez peur de lui, alors il va croire que vous avez peur de lui, et il va croire en retour que vous allez l'agresser, et ça va l'énerver encore plus, etc., etc. » Souvent, évidemment, ça ne suffit pas à diminuer notre peur du chien. Quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui ont cette impression que tous les autres ont des croyances sur elles? Les conseils, c'est les conséquences de cette possibilité de confusion entre ce qu'on croit et ce que croient les autres. Alors premièrement, il faut se méfier de ne pas confondre, il faut prendre garde et se méfier de ne pas confondre ce qu'on croit avec ce que croient les autres. Par exemple, il y a un mécanisme très classique. On regarde la devanture d'un commerce, avant d'entrer dans le commerce, on voit que la personne n'a pas l'air aimable, qu'elle fronce les sourcils. D'emblée, on prend une attitude de révolte face à ce qu'on imagine qu'elle va croire de nous en nous voyant entrer. Et donc, on va commencer à être désagréable, hautain, trop sec avec elle. Voilà. Ça, c'est banal. Ça nous arrive tout le temps. C'est de la projection banale. Il y a des phénomènes qui sont plus psychiatriques, qui sont excessivement psychiatriques. Par exemple, le paranoïaque, qui nourrit une grande hostilité vis-à-vis de beaucoup de gens qui se présentent. Et il va renverser les choses, il va projeter, c'est-à-dire il va imaginer
que les personnes fomentent un complot contre lui, le persécutent, voilà, il va se débarrasser de son hostilité sur les autres. Il y a aussi, ça a été introduit par Gaëtan de Clérambault à l'origine, qui est un psychiatre français du début du siècle. Il a introduit aussi ce concept d'érotomanie, qu'on trouve dans la paranoïa, mais qu'on trouve aussi dans d'autres maladies, qui est l'idée que quelqu'un de célèbre est amoureux de soi. Par exemple, la personne délirante regarde la télévision, elle est sûre que le chanteur ou le présentateur ou un homme ou une femme, en fait, est amoureux ou est amoureuse. Voilà. Et elle se convainc que cette personne lui fait des signes sur scène à travers la télévision. Et elle est les seules à interpréter ces signes comme des signes d'amour, de réassurance, etc. Ça peut mal finir parce qu'elle est persuadée que cette personne célèbre est amoureux ou amoureuse, donc elle va se dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait barrage. Par exemple, le compagne ou la compagnon de la personne célèbre fait barrage. Elle peut ressentir ensuite du dépit, c'est-à-dire d'avoir été séduite et abandonnée en quelque sorte, ou séduit et abandonné. Et il peut ensuite, il peut en résulter un sentiment de vengeance. Deuxième principe, quand on se heurte à des croyances négatives, la première chose, c'est d'abord d'insister avec tact. Par exemple, si on demande à un ami s'il peut pas nous rendre tel ou tel service, on est un peu troublé parce que l'ami, elle était ailleurs, il n'écoute pas, ou alors il a oublié le service qu'on lui demandait, etc. Alors on insiste gentiment, on lui redemande, et dans ce cas-là, effectivement, finalement, c'était pas contre nous, et finalement, il nous explique qu'il avait la tête ailleurs parce qu'il avait d'autres soucis, mais qu'un peu plus tard, à distance, il est tout à fait prêt donc à nous rendre ce service. Donc dans ces croyances négatives, il y a des croyances négatives, des vraies croyances négatives parce que la personne nous trouve antipathique, n'a pas envie de nous rendre service, et il y a aussi des simples divergences d'intérêt, c'est-à-dire la personne a autre chose à faire sur le moment, et comme on est un peu égocentrique, on a tendance à penser que c'est spécialement contre nous. On n'a pas tendance à penser qu'il peut y avoir des divergences d'intérêts, c'est-à-dire on a tendance à pas reconnaître que l'autre peut avoir d'autres intérêts que les nôtres. Après, une fois qu'on a insisté, et si on se heurte à un mur, si vraiment c'est pas possible, ben ça il faut accepter. C'est-à-dire il faut accepter d'aller voir ailleurs. Et troisièmement, où effectivement, il faut accepter d'aller voir ailleurs, il faut accepter un plan B, aller voir une autre personne. C'est mieux d'ailleurs si on a déjà le plan B en tête à partir du moment où on va voir la personne, parce qu'on est plus détendu, on est plus relax, et donc on amortira mieux un refus, si refus il y a. Le quatrième point sur lequel je voulais attirer votre attention, et qui peut résulter facilement de cette confusion de croyances, c'est pour certains le phénomène de la jalousie. Par exemple, je suis avec mon compagnon ou ma compagne et je trouve qu'une autre personne la regarde avec insistance, voire avec désir. Je m'aperçois, je deviens jaloux parce que je me suis dit que peut-être que la personne avec qui je suis va finir par céder donc au désir de l'autre. En fait, c'est un déplacement, c'est une projection parce que j'attribue donc à cette tierce personne mon propre désir à moi, mon propre regard amoureux à moi que finalement elle n'a pas. Le deuxième point qui est très important pour la jalousie, c'est la signification inconsciente de la jalousie. Alors la signification inconsciente de la jalousie, on parle de jalousie amoureuse, voilà, de jalousie possessive. C'est un peu comme ça qu'on présente les choses, mais il y a d'autres explications qui sont plus obscures, qui sont plus inconscientes. On peut par exemple interpréter la jalousie amoureuse comme la jalousie entre frères et sœurs. Finalement, c'est le même mot qui est employé dans les deux cas. Pour les deux situations, c'est le mot jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'inconsciemment, je ne veux pas que mon compagnon ou ma compagne se permette ce que moi j'ai envie de faire, mais que je ne me permets pas. C'est pour ça qu'on va avoir des mécanismes du jaloux qui est à l'affût de preuves.
à l'affût de preuves de l'infidélité donc de l'autre, pour pouvoir ensuite se libérer et se permettre à son tour de faire donc des infidélités. Et il y a aussi un autre mécanisme qui a été soulevé par Freud, puis repris par Lacan, c'est le mécanisme de l'homosexualité refoulée, c'est-à-dire, je dis que mon compagnon ou ma compagne est attiré par un autre qui veut la séduire, ou le séduire, alors qu'en vérité c'est moi qui suis attiré par ce concurrent. Et je transforme donc ce concurrent que j'aime, enfin je transforme cette personne que j'aime en concurrent. En conclusion, on est bloqué par les croyances des réparateurs. On a besoin des réparateurs et on est bloqué par leurs croyances et on n'aime pas cette dépendance aux croyances des réparateurs qui ne vont pas dans notre sens. Encore une fois, que ces croyances soient des intérêts divergents ou des antipathies. Mais comme on est révolté par cette situation de dépendance, eh ben, on dramatise encore plus la chose, on diabolise encore plus la chose, et on attribue des croyances encore plus négatives, encore plus hostiles, donc aux réparateurs.